évidemment que vous n'êtes pas en égale symétrie avec votre médecin. Parce que déjà, vous êtes en demande. Hein, le médecin ne vient pas vous chercher. Hein. Bon, vous avez une façon de percevoir vos symptômes qui n'est pas forcément celle du médecin. Hein. Alors, celui qui demande de l'aide et celui qui peut ou doit apporter de l'aide, celui qui est couché, j'aime beaucoup cette expression, parce qu'un homme allongé impose à un homme debout, nous soignants, nous devons être dans cette position courbée, en position basse vis-à-vis de nos patients âgés, polypathologiques, et certainement pas comme le grand patron avec sa blouse autoritaire au bout du lit. Hein. Celui qui est nu et celui qui a la blouse blanche, celui qui sait et celui qui attend l'explication. Même si le patient ne dit plus « docteur, c'est vous qui savez », souvent c'est ce qu'il attend. Mais en fait, souvent le patient vous dit ça. Mais enfin, docteur, si c'était votre maman, vous feriez comment? Hein? Si c'était, etc. Il faut faire attention que l'information ne soit pas une information tronquée, c'est-à-dire un jargonnage médical, que le patient ne comprend pas. Hein, j'ai accompagné une personne de ma famille qui avait un cancer très grave alors qu'elle était âgée, et le grand patron d'un grand cancéropole parisien, ça a duré 5 minutes, hein, lui dit: vous avez laissé à 115 à 3000, on va vous opérer, chimio, vous opérez chimio, on va se revoir, au revoir madame. Et il imprime son truc et il lui donne. En sortant, il me dit: ah bah alors il n'a pas prononcé un mot de cancer, alors j'ai pas de cancer. Hein, j'ai pas de cancer. Alors, bah si, laisser à 130, ça veut dire que, etc. Donc on réexplique, vous voyez tout ça. Hein, espèce de sidération à l'annonce d'une maladie grave qui se met en place. Hein. Alors, la vulnérabilité et la décision. Dans la décision, un facteur fondamental dont il faut tenir compte, c'est la vulnérabilité du patient ou de son mandataire. Ne pas oublier la vulnérabilité propre du médecin. Nous ne sommes pas des robots. On me demande de faire des avis de télémédecine. Je refuse. Je perds toutes les informations derrière un écran. Les personnes âgées démentent dans une EHPAD, elles ne comprennent rien. Moi non plus, ça prend 1h30 pour n'aboutir à rien. Non, j'ai besoin de voir la personne, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de voir les aidants, j'ai besoin de voir à côté. Je ne suis pas un robot. Et les patients ont parfois des histoires de vie extrêmement émouvantes. Hein. Évidemment, on ne va pas se mettre à pleurer par empathie avec tous nos patients, mais il y a des histoires qui vous touchent plus que d'autres. Hein. Le médecin n'est pas un robot. Hein. Le médecin est un homme ou une femme. Alors, il peut avoir peur du risque, peur de sa responsabilité, la pression de l'environnement, la solitude de la décision, les dilemmes du refus du soin, ou un intérêt personnel, ça c'est moins glorieux, mais ça arrive. Hein. Ça arrive, ah ben non, vous n'avez pas les 1000 € de sous-table à me donner pour telle opération, je ne vous prends pas. Vous allez dans tel hôpital, c'est inadmissible. Vous voyez que c'est totalement contraire au code de déontologie. Alors, vous regardez tout à propos de l'éthique médicale. Hein, j'ai fait exprès de vous lister tous les mots de l'éthique, hein, pour ne retenir que celle de l'éthique de la responsabilité dont je vous ai parlé. Et alors, ça c'est assez intéressant, l'éthique de la discussion, de la sollicitude. On va beaucoup parler du consentement, et tout ça est évidemment fondé sur une éthique de la confiance. Mais la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on, ensemble, ça se tisse au fil du temps. Ça ne se décrète pas, la confiance. Hein. Donc il faut se donner du temps. Alors, l'éthique procédurale. Les décisions sont considérées comme acceptables dès lors que les conditions formelles de discussion ont été respectées. La procédure est plus importante que le résultat lui-même. Ça, c'est la HAS. Alors, vous avez fait la formation prévention du risque suicidaire? Ah oui, on a biffé, donc c'est bien. Voilà. Apportez le niveau de preuve, le chiffre, combien vous avez fait de réunions, combien, etc. Et on ne regarde même pas les faits. Hein, on ne regarde plus les faits. L'éthique de la discussion, très le vent en poupe, hein, dans le milieu de la santé. Les différents acteurs avancent chacun leur meilleur argument au cours d'une discussion rationnelle et horizontale, en espérant que cette discussion, de cette discussion naîtra un consensus hic et nunc, c'est-à-dire dans l'ici et dans le maintenant. Et on va tracer ce consensus. Par exemple, il y a une famille qui veut absolument que le patient rentre chez eux parce qu'il pense qu'il a été maltraité à l'hôpital. Mais chez lui, il y a le fils qui n'a jamais travaillé, qui est psychotique, qui spolie la grand-mère, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se met tous autour de la table, les tuteurs, les curateurs, le fils, qu'on a eu beaucoup de mal à faire venir, etc.
Et on prend la décision suivante, on va faire un essai. Donc vous retournez chez vous, mais il y aura un renforcement des aides. Et monsieur, le fils, qui ne voulait absolument pas les aides, il faut les accepter. On va voir comment ça... Et on réévalue ce qu'on a proposé. Donc ça demande encore une fois du temps. L'éthique utilitariste, c'est un mot qu'on ne connaît pas en France, mais c'est un mot qu'on connaît très très bien en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. C'est Benjamin Bentham. C'est-à-dire que, est-ce utile de nourrir des personnes âgées en fin de vie, Alzheimer? Est-ce utile de mettre au monde des enfants trisomiques? Vous savez qu'en France, eh bien, on fait des tests pour éviter d'avoir des enfants trisomiques. Hein? C'est une forme d'eugénisme, puisque finalement on trie. Hein? Mais ça, c'est tout à fait passé dans les mœurs. Vous voyez comme l'éthique évolue. Et donc, l'éthique utilitariste, c'est cette question-là. C'est une unité de mesure qui définit ce principe comme le plus grand bien pour le plus grand nombre. Alors, comme il va y avoir que des personnes âgées, est-ce que c'est bien utile de les maintenir jusqu'à 100 ans avec un niveau de dépendance important? Ça, c'est l'éthique utilitariste. Et vous avez Peter Singer, par exemple, qui dit eh bien, les trisomiques, les handicapés, les personnes âgées, les personnes Alzheimer sont des bouches inutiles à nourrir, donc on n'a pas à, on a finalement les euthanasies, hein, on n'a pas à les accompagner. Mais moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que sa maman, à ce Peter Singer, était atteinte de maladie d'Alzheimer et il a dépensé des fortunes pour lui trouver la plus belle maison de retraite pour qu'elle puisse rester le plus longtemps en vie. Donc moi j'aime beaucoup ça, hein, les philosophes qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes hein, ce qu'ils décrètent pour les autres. Hein. Donc attention avec cette éthique utilitariste qui va arriver en France, hein, avec l'histoire d'euthanasie de fin de vie, vous allez voir. Hein. Ça va venir. Hein. L'éthique hippocratique, donc on a vu que le médecin répond à son devoir d'assistance, hein, non-assistance à personne en danger, quel que soit le résultat attendu, quel qu'en soit le coût. Vous ne demandez pas la carte vitale quand vous allez secourir quelqu'un. Bon, et dans certaines structures privées, c'est ce qu'on demande en priorité. L'éthique économique, les décisions engageant les finances collectives doivent être justifiées auprès des organismes payeurs. Par exemple, est-il légitime pour une consultation bienveillée de prendre une journée d'hôpital de jour, la consultation 23 €, la journée d'hôpital de jour 800 €? Non. Alors évidemment, il y a toujours, la tentation est grande. Hein, la tentation est grande puisque tout le monde dit on n'a pas d'argent. Donc le directeur va vous dire votre consultation, vous n'avez qu'à la tarifier en hôpital de jour. Vous voyez? C'est extrêmement compliqué. La décision médicale est le fruit d'une optimisation entre les finances et l'éthique hippocratique. C'est difficile d'optimiser, hein, c'est extrêmement difficile. Elle donne naissance à une éthique de responsabilité dans l'utilisation des ressources. C'est-à-dire, ça, je suis tout à fait d'accord, ne pas faire les doublons, des triplons, faire une énième IRM, une énième prise de sang, etc. Ça, c'est pas possible. Il faut demander aux gens qui nous ramènent